Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au webinaire Le professionnalisme est important, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Cette activité gratuite est offerte dans le cadre de la mission universitaire du CIUS de la capitale nationale en collaboration avec les conseils des infirmières et infirmiers de la région de Québec et grâce au soutien du service du transfert de connaissances et du rayonnement du CIUS. Avant de débuter, quelques mots sur le fonctionnement de l'activité. Sachez que les micros et caméras des participants demeureront fermés tout au long du webinaire. Il y aura une période d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez poser vos questions dans le clavardage ou de vive voix. Le webinaire est enregistré et sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. Le lien vers l'enregistrement et le PowerPoint vous seront envoyés par courriel. Finalement, afin d'obtenir votre attestation de participation, vous devrez remplir l'évaluation du webinaire via un formulaire en ligne et ce, dans un délai de 24 heures après l'activité. Nous vous partagerons le lien dans Teams à la fin de la présentation dans le clavardage. Je vous présente sans plus tarder notre conférencier d'aujourd'hui. Monsieur Andrew Freeman, ergothérapeute et professeur agrégé à l'École des sciences en réadaptation à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Il enseigne le professionnalisme et la pratique éthique et légale. Il est également chercheur régulier au Centre de recherche en santé durable VITAM et président du comité de l'indépendance intellectuelle à la Faculté de médecine. Il coordonne le pôle en éthique clinique, professionnelle et organisationnelle de l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval. Dans sa recherche, il s'intéresse au contexte de la pratique professionnelle en santé, incluant les conditions qui permettent aux praticiens de fournir des services de qualité. Je laisse donc la parole à M. Freeman. Merci beaucoup, Mme Bellemare. Sur ça, je vais ouvrir la PowerPoint tout de suite. OK. Parfait. Merci beaucoup. Mais premièrement, merci beaucoup pour cette belle invitation. Moi, de parler sur ce sujet qui m'intéresse énormément et pour lequel je mets beaucoup d'importance. Premièrement, il faut excuser ma voix. Je suis à la fin de rhume, donc excusez pour ça. Durant cette présentation, je vais passer relativement rapidement sur certains points, mais juste garder en tête que vous aurez une copie de cette présentation après. Donc, vous aurez le temps de regarder les choses plus en détail pour vous-même. Mais je préfère de passer plus rapidement et d'avoir un peu de temps pour les questions à la fin. L'autre chose à mentionner tout de suite, je vais présenter une perspective assez large de professionnalisme qui est peut-être un peu différente de ce que vous avez entendu avant. Donc, au début, ça peut sembler compliqué, mais j'espère que ça va sembler cohérent pour vous et hautement très utile. Et la dernière partie de cette présentation aura un accent plutôt sur quelles sont les actions concrètes qu'on peut faire pour avancer ce sujet dans vos différents milieux. Tout de suite, je mentionne que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Comme vous le savez, c'est un sujet qu'on entend beaucoup dans notre travail, dans nos formations professionnelles et même dans la société en général. On va dire que la personne à la banque n'était pas très professionnelle ou les joueurs de hockey, leur pratique était très professionnelle. Donc, on sait que c'est un sujet, mais un peu quotidien. Donc, dans un sens, on peut dire, mais on sait c'est quoi, c'est évident. Mais dans un autre sens, le fait qu'on entend partout, ici et là, pour dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, par contre, malgré cette variabilité, on peut s'entendre assez rapidement que c'est clairement important pour les professionnels de la santé et les organisations,
Et c'est quelque chose pour protéger les intérêts des patients. Donc, ça, c'est un détail important. On peut s'entendre rapidement que oui, c'est un levier de sanction. Donc, si on ne respecte pas les consignes de professionnalisme, mais aussi important le fait que c'est un facteur de soutien pour les prestataires de services. C'est que c'est une façon pour nous aider de faire les choses comme il faut. Dans la perspective que je vais vous présenter, je vais construire une maison de professionnalisme. Donc, avec une maison, on a les parties visibles et on a les parties moins visibles. Donc, c'est vraiment autour de cette structure que je vais présenter mes idées. Dans cette présentation, voici les objectifs. Donc, expliquer c'est quoi le professionnalisme, les implications de modèles que je vais présenter pour les professionnels et les milieux, et d'écrire une structure d'analyse sur les problèmes potentiels et identifier quelques stratégies concrètes pour appliquer le professionnalisme. Rapidement, on peut s'entendre que dans les différents documents, ici, j'ai mis les documents en lien avec la science infirmière, mais pour chacune de nos différentes professions, on voit clairement que c'est une compétence attendue et qui prend différentes formes. Donc, il y a très peu de doute que c'est important pour nous de parler de ce sujet. Et aussi, cette importance est renforcée beaucoup par les choses comme dans les plaintes qu'ils ont reçues, les ordres ou d'autres instances sur les problèmes, les différents problèmes. Souvent, au cœur de ces problèmes sont les problèmes de professionnalisme. Donc, même s'il y a une erreur ici et là, souvent, au cœur des problèmes, c'est le problème associé avec le professionnalisme. Donc, rapidement, on n'a pas de temps de parler trop, mais je vous pose la question pour vous de penser vous-même, à un moment donné, de dire, mais quels sont les éléments qui, selon vous, font partie du professionnalisme? Et sans doute, chacun de vous aura votre propre liste. Donc, c'est utile parfois. Parfois, ces choses restent plutôt implicites. Donc, de prendre un moment pour le faire vous-même, ça peut être intéressant. Et une deuxième question, et si vous créez vos propres listes des choses, on dit, oui, ça c'est un parti, oui, c'est ça. Ensuite, de poser la question, pourquoi pensez-vous que ces éléments font partie du professionnalisme? Donc, on est en train de poser la question sur la raison d'être de ces choses. Je pense Monsieur Freeman, excusez, oui? Votre micro semble un peu griché. Je ne sais pas si y a un ajustement de votre côté. Le son a changé depuis le début. Je ne sais pas si vous approchez davantage du micro, ça l'aiderait, mais on vous entend, mais un peu moins bien qu'au début. Oh, c'est vraiment étrange. J'utilise les écouteurs. Je ne sais pas quoi faire, Madame Bellemare. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que c'est OK? Est-ce que oui, on peut continuer. On entend tout de même bien, là, mais il y avait une diminution du son. OK, désolé pour ça. Désolé, je ne sais pas quoi faire pour ça. OK, on va faire notre mieux. Mais peut-être vous le savez déjà qu'il y a une variété de définitions qui existent. J'ai simplement présenté quelques-unes ou quelques références. Donc, on dit que il y a toute une variété qui existe sur cette question. Mais et aussi, lorsqu'on parle de professionnalisme, c'est logique pour chacune de nous, on commence avec les éléments observables. Donc, lorsqu'on dit, mais le professionnalisme, c'est quoi? Immédiatement, on pense de les comportements, comment les personnes ont parlé, comment on écrit les choses dans la communication et tout ça. Donc, il y a différentes façons d'organiser ça et honnêtement, il y a des différentes alternatives intéressantes. Donc, parmi les possibilités, un exemple ici de M. Henri Boudreau, donc il a présenté des différents éléments
pour lui qui c'était important et ça continue, il avait différentes choses. Et je pense qu'on peut s'entendre rapidement que ces choses, c'est difficile de discuter l'importance de ces éléments qu'il a identifiés. Dans la même idée, les médecins de famille au Canada, ils ont identifié une série de compétences en lien avec le professionnalisme. Et encore une fois, si vous regardez les autres dans ces documents, c'est très difficile de discuter la pertinence de chacun de ces éléments. Donc, pour moi, je considère que ces trois catégories ici sont utiles pour organiser des éléments observables. Donc, les règles générales de civilité dans un contexte de travail, donc la courtoisie, code vestimentaire, hygiène, ponctualité. Et donc, on peut dire que ces règles peuvent être considérées un peu comme les composantes de base du professionnalisme. Deuxièmement, les manières d'être et de communiquer, donc les attitudes, comportements verbaux, non verbaux, oral et écrit. Troisièmement, la gestion de la pratique, donc comment on organise notre temps et le management sécuritaire de l'espace dans lequel on travaille et les matériaux qu'on utilise. Donc, même si on s'entend, on dit, OK, ces listes sont utiles et on est d'accord sur ces listes de choses, il y a une limite pour dire que c'est pas simplement une checklist. Hein, de dire que si on coche à côté des choses, on dit que, oui, ça c'est très clair et le débat est fini rapidement. Il y a une limite pour ces recettes. Par exemple, les recettes ne sont pas toujours adaptées à les contextes et les situations spécifiques. Donc, même si on dit, oui, un code vestimentaire est important, mais qu'est-ce que ça veut dire précisément dans les contextes à l'autre peut varier. Donc, sur quelle base on va dire, oui, c'est bon ou c'est pas bon. On peut s'entendre que souvent, ça nécessite un jugement sur c'est quoi la bonne chose. Deuxièmement, les contextes pratiques et les situations spécifiques sont dynamiques. Donc, on travaille, comme vous le savez très bien, dans des situations qui varient beaucoup, les différents facteurs, les familles, les différentes situations, différents types d'unités, etc. Donc, on dit qu'il y a un dynamisme pour lequel il faut répondre, excuse-moi. Pardon. Et les différents professionnels peuvent interpréter les recettes différemment. Donc, on peut s'entendre sur la liste, mais comment deux collègues peuvent interpréter des choses peut être extrêmement différent. Donc, on pose la question rapidement. Quelle est donc la base sur laquelle ils peuvent ressortir ces types de divergences entre collègues? Est-ce que vous m'entendez encore, Madame Bellemare? Oui, tout va bien, merci. OK, excusez-moi pour ça. Mon téléphone a sonné. J'ai un problème avec mon PowerPoint ici. OK, excusez-moi. Les idées sur le professionnalisme ont considérablement évolué aussi. Donc, la responsabilité sociale, les perspectives d'équité, de diversité, de justice, on a les nouvelles idées qui émergent beaucoup dans notre société, qui influencent beaucoup comment on définit ces notions. Et dernièrement, de façon importante, il y a des pressions importantes dans nos contextes. Et il faut juste penser de COVID, la pandémie, pour savoir que oui, c'est vrai, il y avait une pression importante dans les contextes de pratique, qui souvent a mis une pression sur le professionnalisme. Donc, encore une fois, on ne peut pas ignorer cet aspect dynamique de la relation entre les notions et la réalité de pratique. Donc, rapidement, on voit que, OK, c'est bon d'avoir les listes des éléments observables, mais rapidement, on voit que ça nécessite aussi les décisions sur les choses dans le contexte et aussi la capacité de justifier nos interprétations.
Donc, c'est pas simplement une liste. Il dit que, ben, moi, je pense, dans ce contexte, la meilleure chose à faire est X pour la raison suivante. Donc, déjà, j'ai introduit la notion de raisonnement. Donc, si on résume dans notre maison, la partie observable de notre maison, on dit qu'on a les décisions et leur opérationnalisation. Donc, rapidement, on bouge plus loin que simplement une liste ou une recette. Donc, c'est important de situer notre discussion sur la raison d'être des professions dans la société. Parce que c'est ça qui nous donne la base pour notre discussion. Donc, très, très rapidement, on dit que le gouvernement a un rôle, évidemment, de fournir les services aux citoyens et que le gouvernement sait que les citoyens ont besoin de toutes sortes de services, entre autres les services des infirmières et infirmières auxiliaires. Par contre, le gouvernement a une capacité limitée à juger la qualité de ces services et les personnes les mieux placées pour juger de cette qualité sont les membres de la profession. Donc, rapidement, on dit que en contrepartie de l'entente du gouvernement de donner le droit d'autoréglementer des professions, les professions eux-mêmes doivent garantir à la société les compétences de leurs membres. Et cette entente entre les professions et la société, c'est vraiment la pierre sur laquelle toute notre discussion sur le professionnalisme est située. Et on voit des choses, des notions équivalentes ici. On parle beaucoup des missions sociales des professions, exactement la même idée. On parle de plus en plus de la responsabilité sociale des professions et des professionnels. Donc, voyez-vous qu'on a les équivalents, les parallèles qui émergent de notre société. Encore une fois, tout en lien avec cette entente que je viens de mentionner. Et comme vous le savez aussi, l'importance de rôle professionnel est illustrée par l'obligation des professionnels d'être membres de leur ordre professionnel. Donc, comme vous le savez, le droit d'être un professionnel, c'est un rôle formel et officiel et basé dans le système légal. Et encore une fois, très, très rapidement, comme vous le savez, nous avons un système socio-professionnel au Québec et en bas, on voit les professionnels eux-mêmes qui répondent à leur ordre professionnel pour la compétence et l'ordre professionnel a le rôle de protéger l'intérêt public. Donc, l'ordre travaille outrement pour la protection du public et répondre au gouvernement, encore une fois, dans l'entente de garantie à la société que les professionnels ont les compétences nécessaires. Voyez-vous donc rapidement que, en lien avec ces notions, que le professionnalisme a un sens très spécifique. Clairement, on bouge plus loin que la notion d'une liste. C'est beaucoup plus qu'une recette. Il y a un sens spécifique dans ce terme. Et les trois éléments clés de ça, c'est la notion de l'imputabilité. Donc, ça veut dire que pour exercer nos rôles professionnels, il faut qu'on est capable de rendre compte pour nos actions, mais de rendre compte pour l'application de connaissances expertes. Donc, ce n'est pas n'importe quel type de connaissances. Parce que, comme vous le savez, si le public avait déjà des connaissances, il ne consultera pas les professionnels. C'est parce qu'ils ont besoin, les professionnels, pour leurs connaissances expertes que ce rôle est critique. Et évidemment, la raison d'être derrière tout ça, c'est le service aux autres. Et ça, c'est encore une fois la mission sociale des professions. On existe outrement pour donner un service à la société et ses citoyens. Donc, on arrive encore à notre maison. Donc, j'ai déjà mentionné le côté visible. Et maintenant, on vient de construire la fondation de notre maison qui est cette entente entre les professions et la société. Mais c'est bien beau de parler d'une fondation, mais c'est pas suffisant. Ça reste trop vague. Et il faut avoir les murs dans notre sous-sol aussi.
Et les murs sous-jacents au professionnalisme sont les savoirs. Donc, ça veut dire qu'on a les valeurs éthiques et aussi on appelle ça les obligations juridiques ou légales et déontologiques. Je vais expliquer ça un peu plus maintenant. Donc, dans ces murs, on parle des obligations éthiques. Donc, il y a des valeurs classiques d'éthique. On parle ici de l'autonomie, bienfaisance, non-malfaisance et la justice. On parle des obligations légales. Un exemple simple pour nous tous, les professionnels, sont nos obligations de signalement associées avec la loi sur la protection de la jeunesse. On n'a pas le choix. On a certaines obligations et il y a plein d'autres, dépendamment de notre contexte de pratique. Et les obligations déontologiques. Ici, lorsqu'on parle de la déontologie, le mot qui est toujours utile est la notion de nos devoirs. Donc, et ces choses sont bien expliquées dans chacun de nos codes de déontologie. Donc, voyez-vous, rapidement, on parle ici d'avoir ces notions de base, ces savoirs de base qui nous donnent la base sur laquelle on décide et justifie nos actions professionnelles. Je sais très bien qu'en mentionnant ces choses, ces trois éléments, que ça peut sembler comme très compliqué. Rapidement, il y a trop de choses à garder dans nos têtes. Mais en fait, c'est très utile de reconnaître que, oui, c'est vrai, lorsqu'on parle de l'éthique, côté légal, côté déontologique, ça peut sembler trois grandes planètes à jongler dans nos têtes. Mais en fait, ces trois planètes sont hautement très complémentaires et sont basées sur les mêmes valeurs de base qui sont expliquées dans ce diapo. Le temps ne me permet pas de parler en détail de ces notions, mais je vous laisse avec ça parce que c'est très utile d'avoir ces notions et de reconnaître qu'ils sont vraiment les valeurs de base qui nous donnent la fondation des valeurs en dessous de nos différentes obligations. Donc, dans le même esprit, on peut dire que la pratique professionnelle implique de jongler efficacement avec ces différents types d'obligations. Donc, chaque professionnel, implicitement et autrement explicitement, jongle ces choses dans leur décision sur la meilleure action à prendre. Encore une fois, c'est bien beau d'avoir une fondation et un sous-sol très solide, mais on peut poser la question, mais comment on arrive de ça à nos actions quotidiennes pour arriver à nos décisions sur nos actions spécifiques? Et moi, j'appelle ça, le côté partiellement visible, qui est vraiment le côté de réflexion et processus de raisonnement. Donc, je vais parler un peu de ça. Donc, ici, on a une graphique qui explique ce processus de reconnaître les choses qui sont invisibles, un peu notre sous-sol, partiellement visibles, si on peut dire peut-être des escaliers dans notre maison, et les éléments visibles. Donc, c'est vraiment les choses qu'on voit hautement dans nos actions. Donc, ça nécessite la pratique professionnelle, comme vous le savez très bien, toujours une réflexion sur nos actions, et ultimement un raisonnement. On décide de faire certaines choses sur la base d'une analyse claire et qu'on est capable de justifier à la fin. Donc, à ce niveau, je mentionne certaines choses, mais la première, je dis que c'est bien beau de parler des valeurs éthiques, mais comment on applique ces valeurs dans la réalité? Donc, le processus de délibération éthique, c'est le processus par lequel on pond, on pèse, on navigue entre ces valeurs dans les situations données. Et il y a différents processus de délibération éthique qui sont disponibles, mais ça, c'est un avec lequel on utilise beaucoup dans notre programme, que je pense que c'est excellent. Donc, je ne vais pas parler plus en détail, mais je vous laisse la référence et je vous recommande ce processus fortement.
J'ai déjà mentionné la notion de la pratique réflexive qui est vraiment comme un processus global pour lequel on arrête, on regarde qu'est-ce qu'on a fait et on planifie les prochaines étapes. Donc, c'est pas un processus de nombrilisme, c'est vraiment un processus d'arrêter pour continuer. C'est comme une spirale. Voici une des définitions parmi d'autres de la pratique réflexive qui prend différentes formes dans nos pratiques. Donc, je vous laisse avec cette définition. J'ai déjà mentionné cette notion de l'impact du contexte dans lequel on pratique sur notre capacité d'exercer notre rôle professionnel et le professionnalisme. Donc, dans ce processus de raisonnement, c'est utile de nommer explicitement cette partie parce que parfois, si on dit, mais on sait qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais c'est pas toujours évident. Un exemple très concret que j'ai entendu, en fait, pour souvent les infirmières, durant la pandémie, j'ai entendu que dans certaines situations, les superviseurs des stagiaires ont été considérés un peu brusques dans leur rétroaction, dans leurs explications. Mais finalement, dans un certain sens, on dit oui, c'est pas idéal, c'est pas le meilleur superviseur. Mais évidemment, il faut penser de contexte dans lequel les personnes agissaient à ce moment-là, un stress, une pression gigantesque, etc. C'est pas pour excuser les actions, mais c'est pour les comprendre et donc pour dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en conséquence. Pas dans le sens de blâmer, sanctionner, mais dans le sens de résoudre les problèmes. Donc, si on ignore le contexte, par exemple, de la pandémie, on peut simplement dire, mais c'est vraiment pas la qualité de travail des superviseurs. Mais on sait très bien que ça, c'est une analyse limitée qui n'a pas pris en considération la réalité de contexte. Donc, c'est pourquoi c'est dans ce modèle. Et il y a différentes questions dans notre analyse de contexte qu'on peut poser. Je ne vais pas dire en détail, mais je vous laisse avec quelques catégories, quelques types de questions qu'on peut poser. Et le dernier élément, et c'est vraiment la partie rouge autour de ce niveau partiellement visible, c'est la notion des valeurs. Donc, et moi j'appelle les valeurs vraiment les filtres. Donc, dans le sens que chacun de nous sommes humains, nous sommes inévitablement influencés par les valeurs personnelles, comme on a grandi, les notions d'autorité, etc., le style, il y a toutes sortes de choses. Les notions, les valeurs culturelles, c'est pas simplement la notion de différence ethnique, mais aussi des différences générationnelles, et aussi les valeurs de nos professions. Ces choses influencent inévitablement nos interprétations de nos obligations. Donc, au lieu de prétendre que ces choses n'exercent pas une influence, c'est mieux de les nommer et de rendre explicites et de dire comment on arrive ensemble. Donc, chacun de nous peut poser des questions individuellement. Quelles sont les valeurs qui peuvent influencer notre interprétation du professionnalisme? Et je peux vous garantir, si on fait ça dans un groupe, on aura toutes sortes de différentes réponses pour ces questions, simplement à cause de la diversité humaine qu'on est. Donc, ça, c'est vraiment comme de mettre le modèle tout dans son ensemble, tous les morceaux ensemble. Et ici, encore une fois, dans la perspective de notre maison, on voit qu'on a nos fondations, on a le solide sous-sol, on bouge doucement de invisible à la visible. On peut imaginer le côté réflexif, raisonnement, un peu comme les escaliers. Donc, il faut descendre nos escaliers de temps en temps pour réfléchir, vérifier les informations et on remonte pour mettre en action. Et ultimement, les décisions sur qu'est-ce qu'on va faire sont basées sur une solide fondation. Voyez-vous rapidement donc que juste de limiter notre conversation à une liste, une recette,
nous donne qu'est-ce qu'on a besoin dans nos milieux pour agir. Bref, ce processus est un processus réflexif, justification des décisions qui sont basées sur ces principes fondamentaux que j'ai déjà mentionnés. Sans doute, vous vous posez la question, OK, on comprend les morceaux, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quelles sont les implications de ce modèle dans notre réalité? Et maintenant, je vais mentionner quelques actions concrètes qui peuvent vous aider dans votre voyage ensemble dans vos équipes d'avancer la conversation. La première chose est de préciser les éléments observables de professionnalisme identifiés par votre profession et applicables dans votre milieu professionnel. Souvent, on laisse des choses implicites. On suppose qu'on pense la même chose. Mais de prendre le temps ensemble de dire, mais ici, dans notre contexte, étant donné les services qu'on donne, voici la liste de choses qui sont clairement applicables chez nous. Donc, ça, c'est une action qui semble peut-être banale, mais dans mon opinion, c'est un bon investissement de temps qui n'est pas trop lourd à faire non plus. Est-ce qu'il y a des éléments observables qui nécessitent une discussion concernant l'attente précise dans votre milieu? Encore une fois, au lieu de simplement supposer qu'on pense la même chose, par exemple, c'est quoi la tenue vestimentaire acceptée dans le milieu, mais peut-être qu'il faut discuter. Peut-être on a des différentes opinions et au lieu de dire que moi j'ai raison, vous n'avez pas raison, de dire que mais finalement, il faut discuter et décider sur quelle base on prend ces décisions. Je sais qu'ici, c'est un petit peu plus abstrait, cette suggestion, mais quand même, c'est mieux d'être unis sur ces choses. Et parfois, c'est une source de stress et un peu de faiblesse. Parce qu'on dit, oh, mais moi, je ne suis pas formé, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un expert dans ces choses. Donc, on peut avoir une tendance à ignorer ces aspects. Moi, je pense que c'est mieux, encore une fois, ensemble, de dire, mais finalement, quelles sont ces obligations qui sont vraiment importantes ici, qu'on ne peut pas ignorer? Par exemple, on dit, j'ai parlé dans un, contexte pédiatrique, donc on ne peut pas ignorer les obligations de signalement avec la loi sur la protection de la jeunesse. Mais c'est possible qu'on ait oublié certaines des choses, les choses ont évolué dans le temps. Donc, de dire que, mais finalement, est-ce qu'on a la même compréhension de ces choses? Donc, on a la confiance qu'on va agir correctement avec une compréhension uniforme des choses. Et encore une fois, ça peut sembler comme un peu lourd, comme une suggestion, mais souvent c'est loin de cette formation et on sait, avec mon chapeau éthique, que la formation des professionnels de la santé dans le domaine de l'éthique est assez variable. Donc, dans la mesure de possible, de clarifier ça ensemble. Et brièvement, avec les collègues, avec l'Institut d'éthique appliquée, on train de préparer un module d'introduction à l'éthique pour appuyer les professionnels dans ce processus. Et réfléchir sur l'influence positive et négative de contexte, dont j'ai déjà parlé de ça, mais encore une fois, si on rend ces choses explicites, on peut bouger vers comme le mode de solution versus le mode de stress, mode d'anxiété. Et mon intention n'est pas du tout de minimiser les vraies difficultés qui existent, mais la seule façon d'agir en conséquence est de vraiment de regarder ça ensemble et faire les plans d'action ensemble. Et pour répéter le point que j'ai dit tantôt, réfléchir sur l'influence des valeurs personnelles, culturelles et professionnelles sur votre interprétation de vos obligations professionnelles et de faire cet exercice ensemble.
Ça peut être une surprise, on peut avoir les différentes opinions, mais on peut arriver à une grande richesse aussi et un confort collectif de reconnaître qu'on a discuté les choses ouvertement et on est d'accord, on est arrivé à un consensus sur comment on interprète les choses. Je pense que vous voyez implicitement dans mes différentes suggestions que je suis beaucoup dans le mode de prévention. Donc, l'idée est que si on met les choses en place dans la mesure du possible, d'éviter les conflits au niveau de professionnalisme, si va la question des différentes interprétations et tout ça. Je ne minimise pas de tout les vrais problèmes qui peuvent arriver, mais si on peut agir positivement dans le mode de solution et prévention, on peut prévenir certaines choses. Ici, et la dernière suggestion que j'ai, c'est vraiment d'avoir un processus structuré pour réfléchir aux problèmes potentiels de professionnalisme. Et ce mot potentiel, c'est très important. J'ai développé avec quelques collègues une guide de réflexion sur ces problèmes et je vais inclure cette guide dans les matériaux disséminés après cette webinaire. Mais brièvement, le principe de ça est qu'on n'affirme pas a priori qu'il y a un problème de professionnalisme. Donc, l'idée est qu'une situation arrive dans un contexte et on dit que mais quelque chose me picote, qui me dérange. Et je crois que peut-être il y a un problème, donc l'action d'un stagiaire ou même avec un collègue. Donc, mais l'idée avec ce processus, c'est de dire, mais avant que je saute à la conclusion, on va faire une petite réflexion structurée pour être clair dans ma tête. Parce que parfois, même s'il y a un problème, on ne présume pas a priori qu'il appartient à l'autre individu. Peut-être le problème nous appartient, ou peut-être c'est une combinaison des deux. Donc, un exemple est que peut-être à cause de la façon dont j'ai grandi, j'ai certaines idées sur les tenues vestimentaires, comme les jeunes hommes qui portent les chapeaux tout le temps maintenant. Mais moi, j'ai grandi avec une valeur que c'est pas quelque chose qu'on fait à l'intérieur des maisons ou des édifices. Donc, mais ça, c'est vraiment une valeur de moi. Donc, je peux sauter à la conclusion que c'est un problème, mais peut-être c'est mon problème. Donc, ça dépend de tout ça parce que peut-être c'est un vrai problème. L'idée de ne pas se poser a priori. Et aussi, même si on dit que oui, peut-être il y a un problème, on ne présume pas qu'il y a une seule solution à un problème donné. Par contre, chaque solution doit être bien justifiée. Je reviens à mon point sur la justification. J'ai juste deux minutes qui restent pour parler parce que j'aimerais réserver le temps pour discussion. Mais dans les prochaines diapos, que je vais surtout vous laisser, et je vais passer très rapidement ici, j'ai illustré ce processus d'analyse avec une vignette que j'ai construite, en fait, avec une collègue dans la faculté des sciences infirmières, ici à l'Université Laval. Donc, brièvement, je vais juste couvrir, je vais vous laisser de regarder la vignette vous-même. Donc, vous allez comprendre les questions. Dans la première chose qu'on fait, pourquoi on considère que cette situation est ou pourrait être problématique dans le contexte de la pratique professionnelle? Notre première réaction, est-ce que la situation concerne les règles de civilité, la manière d'être communiquée, la gestion de la pratique? Ici, on de vraiment catégoriser le problème dans les catégories des éléments observables ou visibles. Avec quel élément cette situation semble-t-elle être liée? Donc, avec les obligations déontologiques, obligations légales, obligations réglementaires, avec les normes administratives, les normes éthiques. Donc, l'idée de dire que c'est ça le problème, mais il faut structurer notre analyse. Mais c'est quel type de problème exactement?
Ensuite, on pose la question, est-ce que la perception de la situation peut être influencée par les valeurs personnelles, par les valeurs culturelles, par les valeurs de la profession? Et après avoir tout ça, on dit, mais quelle est la synthèse de mes réflexions? Donc, j'ai passé par ces choses et voici mon analyse. Et évidemment, on fait tout ça, pas juste pour parler, mais on fait ça pour agir. Donc, si la situation vous semble toujours problématique dans le contexte de la pratique professionnelle, qu'envisagez-vous pour faire? Et parce qu'on voit que, et on sait qu'on aura une action bien justifiée. Donc, l'idée de ce processus de réflexion, on peut faire ça avec les stagiaires parce que ça donne une bonne modélisation de raisonnement, on renforce les principes et c'est un environnement d'apprentissage positif. Donc, au lieu de dire que non, fais pas ça, je reconnais les limites de temps parfois, mais dans la mesure de possibilité, dans la rétroaction, on peut faire l'exercice ensemble. On peut faire ça avec les collègues et les équipes parce que parfois, on dit d'avoir une façon structurée peut éviter le conflit entre collègues. Et parfois, c'est juste bon de faire ça moi-même parce qu'on dit que j'ai une question dans ma tête, mais je vais passer par ce processus pour décider moi-même si je pense que c'est quelque chose à poursuivre. Et sur ça, mes coordonnées sont à la fin de ça, mais sur ça, je vais fermer le diaporama et pour poursuivre les questions et discussions. Alors, je vais... Merci, M. Freeman, pour cette conférence. J'invite maintenant celles et ceux qui ont des questions ou commentaires à les écrire soit dans le fil de discussion ou à lever la main afin qu'on vous donne la parole. Pour ceux et celles devant nous quitter là, avant 13 heures, nous vous remercions d'avoir participé à cette activité et nous vous invitons à remplir notre évaluation de la satisfaction des apprentissages qui se retrouve dans le clavardage. Celle-ci est nécessaire à l'obtention de votre attestation de participation. Veuillez suivre le lien qui est dans le clavardage et y répondre dans le délai de 24 heures, donc d'ici demain, le 16 mai. Ce lien ne sera pas retransmis par courriel. Donc, on avait une première question là, qui était dans le clavardage. Donc, Madame Cynthia qui mentionne, il me semble que les intervenants, surtout les membres d'ordre professionnel, mélangent souvent la déontologie et l'éthique. Avez-vous des trucs pour aider à les distinguer? Oui, et je comprends pourquoi les personnes mélangent ces choses. Pour moi, j'ai mentionné tantôt que le mot devoir, c'est utile. Donc, lorsqu'on pense de déontologie, c'est vraiment l'idée de il faut faire ça, etc. Hein? On a toutes les listes de nos obligations, nos devoirs dans nos codes de déontologie. Évidemment, c'est critique de respecter ces choses, mais et on peut s'entendre que c'est complémentaire avec une perspective éthique, mais c'est pas identique. Donc, une meilleure façon, même si l'application de nos devoirs nécessite une interprétation, un jonglage parfois, parce que c'est pas toujours noir et blanc, la meilleure distinction pour moi est avec un regard éthique, c'est vraiment de dire que comment on jongle ces différentes valeurs pour arriver à la meilleure réponse parmi les différentes réponses possibles. Donc, c'est vraiment de relativiser les choses parce que les dilemmes éthiques, par définition, sont complexes. Et les solutions ne sont pas toujours claires. Donc, c'est utile de dire que j'ai une situation devant moi et j'aimerais bien faire les choses. Je ne peux pas ignorer mes obligations. Donc, qu'est-ce que la loi me dit par obligation de signalement? Qu'est-ce que mon code me dit? Mais aussi, comment je pèse les valeurs éthiques, donc pour le bien-être, la bienfaisance pour le client.
la non-malfaisance, comment on respecte l'autonomie de cette personne. Et évidemment, le côté justice aussi. Donc, c'est le processus complémentaire, mais définitivement différent. Le temps ne me permet pas d'élaborer trop sur ça, mais c'est la courte réponse pour l'instant. Merci. Sinon, on avait une autre question. Quelle est votre opinion par rapport à la formation qui pourrait être obligatoire par les ordres sur le code déontologique et éthique? Ma réponse serait que c'est la compétence importante pour nous tous. Et je peux comprendre que les ordres, il faut dire que je ne suis pas familier avec, j'imagine vous parlez de votre ordre spécifique. Donc, dans mon ordre, on n'a pas exactement la même obligation. Donc, juste pour dire. Mais brièvement, les compétences, je suis d'accord que ces compétences sont critiques et c'est dans nos intérêts collectifs de se sentir compétent, d'avoir ces compétences. Donc, si l'ordre appuie la formation des personnes pour ces choses, je pense que c'est une bonne idée. À part ça, c'est impossible pour moi de répondre pour le côté obligation. Sinon, on avait les TS doivent obligatoirement faire une formation. Ils sont formés pour initier des délibérations éthiques. Donc, dans certains parcours, on retrouve. Pas d'autres. Ah. Pourrions-nous utiliser la même analyse que vous avez utilisée pour les cas de l'étudiante qui se méfie des vaccins pour analyse d'une plainte d'un usager patient qui fait une plainte en lien avec le professionnel? Le professionnalisme d'un professionnel de la santé. Mais oui, je pense que oui, c'est l'idée. Et oui, la courte réponse est oui. Et j'espère que ce processus est aidant pour vraiment décortiquer la situation. Pour dire, et parfois, à la fin de ce processus, on va conclure que nos inquiétudes sont très légitimes. C'est clairement un problème, mais c'est clairement un problème pour la raison suivante. Donc, au lieu de sauter tout de suite au début que non, c'est pas correct, c'est pas correct qu'est-ce qu'il ou elle a fait, et on arrive à une conclusion rapidement, en passant par ce processus qui ne prend pas 3 jours, quand même l'idée c'est assez rapide, qu'on va dire à la fin, oui, j'ai une confiance dans mon analyse, que c'est problématique pour la raison suivante et on ne peut pas ignorer ce problème, donc il faut agir. Et lorsque vous avez le temps de lire un petit peu les détails de la vignette qu'on présente dans la PowerPoint, vous allez voir que la conclusion est que on n'a pas le choix d'insister sur certaines choses avec l'étudiant, mais la réponse est nuancée. C'est pas juste d'exercer une autorité comme sans nuance, mais aussi de reconnaître la position de l'étudiant, leur argument, et de les appuyer dans ce processus de raisonnement eux-mêmes. Donc, le bénéfice de ce type de processus est on est plus probable d'arriver à une réponse plus nuancée et plus vers les solutions constructives. On avait une autre question. Comment dénouer les enjeux de professionnalisme qui sont influencés par la charge ou l'organisation du travail, donc par le système? Oui, c'est une excellente question parce qu'on sait qu'on navigue une grande complexité dans la réalité et il y aura rarement une analyse pure à ce niveau parce que c'est multifactoriel, l'influence sur la pratique. Je dirais que parmi les facteurs qui peuvent influencer le professionnalisme et les actions des personnes,
une partie peut être les aspects de contexte. Comme j'ai répété, comme j'ai déjà dit, c'est pas pour faire les excuses. L'idée est de reconnaître les limites, si on peut dire, ou les obstacles, et de dire que, par exemple, dans mon exemple de supervision, ben, on sait que pour la bonne supervision, ça prend un certain temps. Pédagogiquement, il y a un côté rétroaction constructive et tout ça. Donc, les personnes dans l'action n'ont pas toujours le choix. Mais comme ma collègue m'a expliqué, elle a dit dans la circonstance de COVID qui était pression, 1000 pressions, c'était d'expliquer aux stagiaires parfois, a priori, qu'on sait que on est plus limité dans le temps qu'on a pour parler avec vous. C'est pas parce qu'on veut pas faire ça, on reconnaît les limites pour vous. On vous demande votre patience et on demande votre souplesse de travailler avec nous parce qu'on est dans une circonstance très particulière et on fait notre mieux de vous appuyer dans votre apprentissage. Parfois, c'est la meilleure réponse qu'on peut donner. Mais évidemment, on ne va pas maintenir cette situation sans cesse. L'idée est de ultimement essayer de résoudre ces types de problèmes. Merci. Sinon, ben, on avait plus des commentaires que des questions. Là, en débit des professions, ce processus serait pertinent chez les préposés aux bénéficiaires compte tenu de leur rôle et responsabilités sociales et les services aux autres. Sinon, il y avait une autre personne qui mentionnait la piste de solutions pour augmenter notre responsabilité collective, c'est-à-dire lors des stages, prescrire la tâche de lire les codes aux stagiaires, donc de créer l'opportunité et au besoin, ben, de consulter le comité éthique là, du CIUS, du CIS, de l'établissement dans des situations complexes où il y a un enjeu éthique. Donc, toutes les bonnes choses, tous les bons commentaires. Mais entre autres, pour la question des préposés aux bénéficiaires, c'est vraiment un bon point. Et je savais que je donne ce webinaire dans un contexte, mais au début des sciences infirmières. Donc, c'est pourquoi j'ai surtout privilégié cet angle. Mais même si dans le sens strict des termes, les PRB ne sont pas, c'est pas une profession en soi. Je pense que dans la notion collective des activités dans un milieu de service, d'intérêt collectif, qu'on arrive ensemble sur les mêmes notions, c'est quoi la pratique ou c'est quoi le professionnalisme. Donc, moi, je recommande fortement que ces personnes sont incluses dans toutes les conversations, par exemple, comment les valeurs influencent, qu'est-ce qu'on fait, comment on interprète différentes choses. Ma recommandation, que tout le monde a un rôle critique à jouer face aux patients et de travailler ensemble, c'est vraiment une bonne idée. Un excellent point. Évidemment, je suis un peu biaisé sur le côté éthique parce que je crois fortement dans l'importance de cette délibération et je reconnais encore une fois que la formation que les personnes ont reçue au début de la formation est variable. Je sais très bien. C'est pourquoi, avec mon autre chapeau, on essaie de soutenir les milieux à ce niveau. Mais de consulter le comité éthique, c'est évidemment une chose importante. Je sais que dans les différentes organisations, vous avez les cartes éthiques, conseillers éthiques, cartes conseillers en éthique, les différents rôles, etc. Donc, vraiment d'utiliser ces personnes, c'est important. Mais de ne pas minimiser non plus, même si vous êtes un intervenant direct, de ne pas minimiser votre propre capacité de faire cette analyse vous-même de la situation, même si vous faites avec d'autres collègues. Pardon. Mais de ne pas sauter à la conclusion tout de suite que je ne suis pas capable, c'est trop compliqué pour moi. Chaque professionnel a la capacité de faire ce jonglage et peut-être en collégialité avec d'autres, c'est sûr.
mais on est tous capables et même c'est important. Peut-être une dernière question, là, le temps est presque terminé. Donc, rapidement, il y avait quelqu'un qui mentionnait comment vous êtes-vous intéressé à cette importante question de recherche? Oui, excellente question, mais parce que moi, j'ai pratiqué comme un ergothérapeute pendant longtemps, 15 ans, et j'ai vécu, comme tout le monde, les tensions dans la pratique, les obstacles de faire un bon service malgré, dans le contexte de la charge et tout ça. Donc, je me suis intéressé dans ma recherche doctorale sur la question de l'imputabilité professionnelle et comment les professionnels ont essayé de respecter les obligations et parfois ils ont dit dans une grande difficulté de l'affaire. Donc, c'était vraiment le début de mes réflexions sur cette question qui a poursuivi depuis 7 ans. Donc, merci encore pour ce partage et cette discussion fort enrichissante. Je remercie également les participants pour votre écoute. Un grand merci, Monsieur Freeman, de vous être joint à nous en ce midi. Donc, je vous souhaite bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci encore pour cette belle invitation. Bonne journée.